Luc Sibyl, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour la chaîne YouTube d'Idéo. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour les gens qui ne vous connaissent pas encore? Avec plaisir, Luc Sibyl, j'ai 68 ans, je suis aujourd'hui président de la Fondation Crédit Coopératif et du think tank de l'économie sociale, le labo de l'ESS, et je suis un vieux militant de l'économie sociale. D'accord. Il me semble que vous avez aussi participé à la création du magazine journal Alternative économique. Oui, j'ai fait plusieurs choses. Donc j'ai été avec Denis Clerc, surtout au départ de la création de l'Alternative économique. J'ai même été président de la Société des lecteurs. Puis j'ai été au cabinet de Martine Aubry, j'ai été délégué intermédiaire à l'économie sociale, à la Caisse des dépôts et au Crédit Coopératif. Donc j'ai eu un parcours qui a été essentiellement voué à développer et défendre la cause de l'économie sociale. Et ce qui est, je dirais pas que ce qui est marquant dans votre parcours, mais on voit que vous êtes passé en cabinet, mais vous n'avez jamais exercé de responsabilité politique élective, si je ne me trompe pas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Et une question qui vient juste après. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est pas forcément en politique qu'on a le plus gros impact sur la société, sur la vie des gens? Non, je l'ai fait parce que je pense que quelque part je redoutais en fait le monde politique, ses codes, une certaine violence qui s'y exerce, que j'ai d'ailleurs constaté quand j'ai fait du cabinet ministériel. Donc j'ai préféré l'engagement sociétal, mais j'ai bien conscience que tout ce que j'ai fait a une dimension politique, que j'assume pleinement. Je ne suis pas un technicien alors que j'ai fait ce parcours-là, donc évidemment il y a une visée de société, une visée politique, et j'invite absolument les jeunes aujourd'hui à s'engager en politique. Je ne serai pas quelqu'un qui va dire voilà, la politique surtout c'est un monde dans lequel il ne faut pas aller, faites du militantisme associatif, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, on a aussi besoin que tout ce qui se passe de formidable sur le terrain ait des débouchés politiques et qu'il y ait des décisions politiques qui soient prises si on veut que la transition réussisse, ce qui est loin d'être gagné. D'accord, donc c'est plus effectivement un choix un peu personnel, mais effectivement vous dénigrez pas du tout le monde politique. Absolument pas, mais il faut dire que j'étais dans l'après 68, moi. Je suis non pas un enfant de 68, parce que j'ai été marqué et inspiré sûrement par des valeurs issues de 68. Mais comme lesquelles par exemple? Comment? Comme lesquelles L'autogestion. D'accord. L'autogestion, c'est quelque chose qui m'a beaucoup structuré. Je dis Michel Rocard dans mes inspirateurs, Edmond Maire, l'ancien président de la CFDT. Donc c'était des sujets qui me motivaient et qui me motivent toujours aujourd'hui. Si je suis dans l'économie sociale, c'est parce que je crois au fait que les gens prennent leurs affaires en main et à la démocratie, y compris dans l'entreprise. Justement, alors on parle beaucoup de l'économie sociale solidaire en début d'interview parce que voilà, c'est un sujet qui nous concerne particulièrement. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc l'économie sociale et solidaire, qu'on dit aussi ESS pour les intimes, a occupé et occupe encore une très large partie de votre vie. Est-ce que vous pouvez d'abord la définir, parce que pour tout le monde c'est pas forcément très clair. L'économie sociale et solidaire, d'abord, elle est inscrite dans une loi aujourd'hui, la loi de 2014, dite loi Hamon. Donc il y a une définition légale, il faut s'y référer. Mais si on veut s'en dégager un petit peu, c'est une économie qui met en pratique des valeurs principalement de solidarité et de démocratie, qui utilise des statuts, la loi dit associations, coopératives, mutuelles et fondations, et qui respectent un certain nombre de pratiques qui font que des entreprises qui n'ont pas ces statuts-là peuvent faire partie de l'ESS si elles respectent des principes de gouvernance démocratique et des principes de mettre les excédents en réserve dans l'entreprise. En fait, ce qui est important à retenir de ça, c'est que ce sont des sociétés de personnes et pas des sociétés de capitaux. Ce qui prime dans l'économie sociale, c'est-à-dire, c'est pas d'apporter du capital pour le valoriser, essayer d'en dégager un profit qu'on va ensuite donner à l'actionnaire, c'est d'avoir un projet monté par des personnes et qui ensuite va trouver un modèle économique. Donc la chose est totalement inversée. Dans l'économie sociale et solidaire, si on essaye à un certain moment de faire des excédents, c'est pas pour les donner à des actionnaires, c'est pour développer un projet, pour pérenniser le projet, pour avoir de nouvelles idées. Voilà, donc c'est quand même une différence qui, à mon avis, aujourd'hui reste tout à fait essentielle.
et y compris à l'heure de l'économie collaborative, la différence qu'il y a entre Blablacar et Mobicop, elle tient beaucoup à la structure du capital. Blablacar doit donner à ses actionnaires des résultats, des dividendes, une plus-value. Une coopérative n'a pas à le faire. Mais justement, alors vous évoquez l'exemple Blablacar et Mobicop. Vous êtes, sans être absolument pessimiste, vous n'avez pas l'impression que le combat il est quand même titanesque entre David et Goliath, c'est-à-dire effectivement des grandes startups licornes maintenant, qui sont devenues, qui ont fait leurs preuves comme Blablacar, on va prendre cet exemple-là, qui bénéficient de fonds gargantuesques, notamment pour acquérir des utilisateurs avec des campagnes marketing et autres. Et effectivement, c'est pas négatif, mais des petits acteurs, typiquement Mobicop. Comment le combat il peut être égal et comment on peut penser que l'un peut gagner contre l'autre? Vous avez tout à fait raison. Donc, régulièrement, ça me rend, malgré mon âge, encore assez énervé de voir qu'on n'est pas à la hauteur. C'est évident qu'on n'est pas à la hauteur. Moi, comme je suis un optimiste ou un pessimiste actif selon les jours, je me bats contre ça. Je pense quand même qu'il y a des éléments à prendre en compte. D'abord, ce modèle lui-même fabrique potentiellement ses propres difficultés. On le voit quand même. On voit bien que le modèle Uber, il est parti, et puis ensuite, sa façon d'être, de travailler, génère un certain nombre de difficultés. Donc, il y a aussi la faiblesse potentielle de l'adversaire qui est à prendre en compte. Quand je dis l'adversaire, c'est pas dans un sens guerrier, mais moi je défends une autre conception de l'entreprise et de l'économie. Ensuite, il y a quand même la montée en puissance des citoyens et des territoires qui est quand même beaucoup plus forte aujourd'hui que lorsque moi je me suis engagé dans l'économie sociale et solidaire. Donc il y a un certain nombre de gens qui veulent maintenant essayer d'inventer cette économie différente, qui sont prêts à y apporter des financements, des moyens, leur énergie, leur talent, etc. Donc le problème qui reste devant nous, c'est effectivement le fait quand même, une fois qu'on a ces projets, etc., de pouvoir lever de l'argent. Parce qu'il en faut quand même, si on veut avoir des projets alternatifs aux grandes plateformes collaboratives, si on prend cet exemple-là, mais on pourrait en prendre d'autres. Je vous en cite un projet que j'aime bien, qui est encore tout à fait au démarrage, qui s'appelle CopRail, qui est un projet coopératif pour faire circuler des trains sur des lignes où aujourd'hui la grande vitesse fait qu'ils ne circulent pas. Par exemple, Lyon-Bordeaux, il y a un projet coopératif pour développer une circulation de train en mobilisant les collectivités locales, les citoyens sur ce projet-là. Évidemment, c'est un projet qui a besoin de lever de l'argent, et là, il n'y en a pas assez. Et le message que je passe, c'est que malgré tout, dans l'économie sociale, aujourd'hui, vous avez des grandes banques, vous avez des grandes mutuelles d'assurance et des grandes mutuelles de santé, on pourrait citer des noms. Donc il y a quand même de l'argent. Et il faudrait que cet argent s'investisse davantage dans des projets stratégiques, des projets lourds, si on veut résister à... Et justement, vous parlez de projets lourds, projets stratégiques, mais est-ce que c'est pas à l'État, au final, d'aller financer ces initiatives-là? Non. Non, pourquoi? L'État, ou alors on parle d'une autre économie. D'une économie administrée, d'une économie... moi je pense que l'État, je pense qu'on est allé beaucoup trop loin aujourd'hui dans le fait que l'État a perdu à la fois son efficacité, son sens, ses valeurs, je dirais même ses ressources humaines. Moi quand j'avais 25 ans, les gens de ma génération qui sortaient de Sciences Po, ils voulaient aller travailler dans l'intérêt général, ils allaient travailler dans l'État. Aujourd'hui c'est quasiment fini, enfin j'exagère, mais c'est pas fini, mais il y en a quand même beaucoup qui préfèrent se dire... C'est pas un problème ça? Oui, c'est un problème. De se dire que non, mais c'est un problème. Il faut que l'État soit davantage régulateur, davantage garant de l'intérêt général, mais par contre monter un certain nombre de projets de type Mobicop, je pense que c'est l'intérêt de l'économie sociale d'être des formes quand même privées, mais qui concourent à l'intérêt général, mais qui ne sont pas à statut public. Quel avantage il y a typiquement entre... Il y a un avantage
malgré tout de souplesse, de capacité à être au contact avec les réalités du terrain, de rapidité aussi. L'État, par définition, c'est quand même un paquebot lent. Regardez à quelle vitesse sont allés les GAFA, si on reprend. Donc, je ne crois pas que ce soit... Mais par contre, que l'État crée des systèmes de régulation pour, à certains moments, encadrer les choses et faire que... Ou les financer. Ou les financer, tout à fait. Et par exemple, promouvoir l'économie sociale et solidaire, permettre qu'il y ait des moyens juridiques, financiers, fiscaux pour le faire, absolument. Je pense que l'État a encore beaucoup à faire et je ne suis pas du tout, et je dirais presque de moins en moins, pour une espèce de désengagement toujours plus loin de l'État. Simplement, il faut qu'il se réinvente. C'est là où il a du mal, je trouve. Il faut qu'il se réinvente par rapport aux collectivités locales. Il a du mal aujourd'hui. Il faut qu'il se réinvente par rapport à la société civile. Il faut qu'il sache devenir un État partenaire et pas un État qui contrôle ou qui est autoritaire. Et ça, sur ce sujet-là, d'essayer de transformer un peu l'État, vous avez des pistes un peu de comment on pourrait y arriver? Est-ce que c'est une transformation profonde des institutions, pardon? Est-ce que c'est au niveau, vous avez parlé avant juste du recrutement, c'est-à-dire de votre génération qui allait travailler parfois dans les grands corps ou pas, en tant que fonctionnaire pour servir l'intérêt général? Comment on transforme un peu la vision de l'État? Moi, c'est pas vraiment mon sujet de travail, donc je suis pas... Est-ce que vous avez des pistes? Je vais pas prétendre dire voilà ce qu'il faudrait faire pour réformer l'État. Simplement, je pense que quand même les institutions de la Ve République, pour partie, sont en bout de course, et donc elles sont encore solides, elles permettent d'avoir un cadre sécurisé important, mais manifestement il y a un certain nombre de points sur lesquels elles ne sont pas adaptées au XXIe siècle dans lequel on est. Mais je pense que vous y avez fait référence, il y a aussi fondamentalement à revoir une culture et une approche des ressources humaines de l'État. Donc d'une part, réattirer des talents au sein de l'État, montrer que c'est chouette de travailler pour l'intérêt général. C'est pas des boulots de minables, c'est des boulots finalement les plus intéressants. Est-ce que c'est plus intéressant de se dire le matin quand je me lève, je vais aller transformer le système éducatif français, ou de dire je vais vendre des yaourts? Aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle on a l'impression que c'est mieux valorisé de vendre des yaourts. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les rémunérations sont beaucoup plus élevées. Donc il faut revaloriser ces fonctions-là. Et puis sans doute, former autrement. Bon, moi, je suis assez critique à l'égard de l'ENA, peut-être parce que je n'en sors pas, mais je me suis arrêté avant, mais parce que je pense que c'est quand même... je ne veux pas faire de démagogie, parce qu'en même temps, c'est une école qui a formé des cadres magnifiques. Mais aujourd'hui, je pense que cette école telle qu'elle est là n'est pas adaptée ni d'un côté à l'internationalisation qui est la nôtre, ni de l'autre côté à la montée des territoires, de la société civile, voilà, où il faut apprendre à jouer le rôle de l'État autrement. Et ça, je crains qu'aujourd'hui, on continue à fabriquer des hauts fonctionnaires qui ont la culture plutôt du XXe siècle que celle du XXIe siècle, avec une certaine arrogance, avec une certaine difficulté à analyser les mutations de la société, à s'adapter. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y aura vraiment des choses à faire. On revient sur l'ESS. Vous avez cité un peu, mais c'est quoi les grandes réussites historiques de l'économie sociale et solidaire, des exemples très concrets que tout le monde peut potentiellement connaître? Moi, je pense qu'il y a d'abord quand même la réussite, même si elle ne s'appelait pas économie sociale et solidaire, de l'ensemble du monde associatif français, qui aujourd'hui, pour une grande partie de ce monde associatif, fait partie de l'économie sociale et solidaire. C'est quand même une réussite de la société qui est formidable. Il y a 1 300 000 associations en France. Elles représentent 15 millions de bénévoles qui sont engagés dans ces associations. Elles gèrent un volume d'argent qui est quand même important, un volume de services qui est important. Donc c'est globalement une magnifique réussite qui a été justement sous-considérée, je pense, par l'État jusqu'à une période. Quand j'étais délégué interministériel, j'ai pour le dans quelles années à peu près
ça c'était en 2001 pour le centenaire de la loi de 1901. On voulait fêter l'anniversaire. La loi de 1901, pour bien expliquer à tout le monde, la loi de 1901 qui institue... Qui est la loi qui a créé, enfin rendu le statut juridique des associations. Et donc Lionel Jospin était Premier ministre, je lui ai proposé de travailler sur le centenaire de la loi de 1901 et de signer une charte d'engagement entre les associations et l'État, pour revenir sur votre question de l'État. Et j'ai entendu des choses sidérantes de la part de représentants de l'État, de fonctionnaires, disant mais on va quand même pas mettre la signature de l'État au même niveau que celle des associations 1901, ce qui est une absurdité. Donc les associations 1901... Et ça a changé ça, vous pensez? Est-ce qu'aujourd'hui on aurait la même remarque? C'est pas impossible. C'est pas impossible, je le crains. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut réformer la façon de fabriquer les hauts fonctionnaires français. Donc le monde de la loi de le désamour, alors on voit qu'il est un peu dans un sens, on est peut-être en train de bouger, mais est-ce qu'il n'est pas aussi un peu dans l'autre? C'est-à-dire qu'il y a peut-être, vraiment c'est une situation, mais il n'y a pas un désamour aussi des citoyens, des associations vers l'État? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un désamour de ce côté-là? Oui, bien sûr, mais les désamours, il faut y travailler des deux côtés. Donc sinon on divorce. Voilà, donc il faut que l'État fasse ce qu'il a à faire pour être plus à l'écoute de la société civile, de la société économique. Et puis, à contrario, il faut aussi que, sans doute, par exemple, le monde associatif se dise que l'État n'est pas là simplement pour payer et qu'on n'a pas de compte à lui rendre. Donc, dans les réussites, il y a quand même cette réussite globale de cet univers qui est quand même en France très important et qui est souvent considéré par les responsables. Il y a une très belle réussite qui est le monde de la mutualité santé, puisqu'en fait, depuis la création de la sécurité sociale, les mutuelles de santé ont accompagné la protection sociale française. Si vous allez dans d'autres pays où il n'y a pas ce système-là, vous vous rendez tout de suite compte que quand vous êtes malade, vous avez des accidents, etc., c'est quand même beaucoup plus difficile. Et puis, il y a des réussites qui sont peut-être moins importantes en volume, mais qui sont, je pense, très importantes, très intéressantes. Par exemple, l'insertion par l'activité économique, qui a inventé en fait des nouvelles formes d'entreprise pour insérer des chômeurs. Ça fait partie du monde de l'économie sociale et solidaire. Donc on a toute une... Et aujourd'hui, il y a une inventivité du monde de l'économie sociale et solidaire sur l'économie circulaire, sur les circuits courts, qui est quand même extrêmement présente en termes d'innovation sociale et qui est peut-être pas visible quand on est à Paris, mais qui, sur les territoires, je pense, est en train de... En fait, il y a une effervescence qu'on ne voit pas comme ça, mais si on la regarde un peu plus au microscope, on voit qu'elle existe. Justement, j'allais venir vous parler un peu de la dichotomie entre Paris et les territoires. Et est-ce qu'une des limites de l'ESS, entre guillemets, paradoxalement, c'est que dans certains territoires peut-être moins urbanisés que la capitale, est-ce que c'est plus simple de faire de l'ESS? Est-ce qu'on a on a un peu parfois l'impression que c'est compliqué de faire de l'ESS, soit dans les grandes villes, soit même dans les quartiers populaires? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a changé? Alors, on peut faire de l'ESS partout et dans tous les types d'activités humaines. Il n'y a pas... Souvent, on me demande, mais alors l'ESS, c'est dans quel secteur, etc. On peut faire de l'ESS partout. Je vous ai parlé tout à l'heure de projets pour faire circuler des trains. C'est pas le truc évident, quand même. Donc, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, dans le monde rural, il se passait énormément de choses sous l'angle de l'ESS, parce que finalement, quand on est un peu dos au mur, on dit parfois que la coopération, c'est-à-dire le monde coopératif, est fille de la nécessité. C'est-à-dire quand la solidarité, on le voit bien, c'est pareil, les gens quand ils sont, qu'il y a eu des inondations, que ça va mal, ils sont plus solidaires, quoi, parce que voilà, il faut faire. Donc dans le monde rural, c'est sans doute le cas, et il y a beaucoup d'inventions. Je prends un exemple qui est le monde rural ou le monde des petites villes, qui est une coopérative qui s'est créée il y a pas longtemps, qui s'appelle Village Vivant. Village Vivant, son objectif, c'est de permettre de reprendre des commerces, des centres-bourgs, des toutes petites villes, pour y réinstaller des projets. Si c'est un charcutier, on va peut-être pas mettre un charcutier, on va peut-être mettre une association qui va faire un travail associatif. Et cette approche-là, je la prends comme une illustration du fait que finalement la société locale se mobilise, les gens inventent des solutions, ils trouvent des financements, ils trouvent des modalités. Mon problème majeur aujourd'hui, c'est que toutes
toute cette somme d'initiatives n'arrive pas encore suffisamment à faire système, à faire écosystème. C'est-à-dire que, si vous voulez, le risque majeur pour moi dans lequel on a, c'est que notre modèle de développement économique aujourd'hui, et demain encore plus à cause des dérèglements climatiques, il est menacé. On invente des trucs sur le terrain, mais on n'arrive pas à faire que le paquebot se déplace. C'est ce que vous disiez tout à l'heure d'une certaine manière sur les grandes plateformes type Uber ou Blablacar et puis des petites initiatives. C'est qu'il y a tout ça, mais en même temps, le paquebot continue. Est-ce que demain, on ne va pas avoir une super crise financière comme celle de 2008 je le crains. Et donc, il faudrait arriver à ce que toutes ces initiatives fassent système, la manière de se déplacer, de se loger, de se nourrir, de faire fructifier son épargne, qu'on arrive à faire que ça transforme le système, et c'est pour ça que commence par les territoires. Est-ce que c'est est-ce que c'est un anti-système du coup, par rapport à ce que le modèle que nous propose, alors on parle beaucoup des Américains, mais en France aussi on a des grandes entreprises qui sont ultra capitalistes, on n'a pas besoin d'aller chercher. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui font de l'alternative. Exactement, ça a été aussi un bassin effectivement pour les modèles alternatifs. Est-ce que l'ESS c'est presque un anti-système, un anti-modèle Non, c'est pas un anti-modèle. D'abord, c'est très divers, c'est-à-dire que vous avez des sensibilités très différentes dans l'ESS. Il y a des gens qui sont avec des volontés de rupture très fortes et d'autres moins avec des volontés de rupture. Mais pour moi, au labo de l'ESS, on a retenu l'expression de Patrick Vivray qui s'appelle rêve. Résister, expérimenter, voir au loin, évaluer. C'est ça notre méthode. Et donc, c'est alternatif, mais c'est pas alternatif comme dans les années du XXe siècle où en fait on allait d'un seul coup par la prise du pouvoir politique tout transformer. Donc il y a à résister, il y a des sujets dans lesquels l'économie sociale résiste, elle dit ça on n'en veut pas, ça on n'est pas d'accord, c'est pas comme ça. Par exemple, sur la transmission d'entreprises, de PME, l'économie sociale propose de résister au fait qu'il n'y ait qu'un seul modèle qui est de faire racheter l'entreprise par un groupe qui va le dépecer et aller le mettre ailleurs ou récupérer les choses. Donc il faut résister, il faut expérimenter et il faut mettre tout ça dans une vision quand même. On n'est pas là simplement pour gérer à la place des entreprises des capitalistes. C'est pas forcément un anti-système. Il y a une opposition, mais qui est une opposition constructive. Il y a une phrase de Paul Éluard qui dit « Il est un autre système, il est dans celui-ci ». C'est-à-dire que c'est une belle phrase, c'est-à-dire que nous croyons qu'il faut transformer le système, mais nous partons du système dans lequel nous sommes. C'est-à-dire on ne va pas simplement comme ça par un bout de baguette magique, il faut partir de là où on est. Mais moi je défends en tout cas la partie de l'économie sociale et solidaire qui se veut transformatrice. Et si je le fais, c'est d'une part parce que ce sont des convictions presque philosophiques, humanistes, mais aussi parce que nous sommes rentrés dans un monde de menaces terribles, et que donc si on continue, Chirac disait la maison brûle, moi je le sais que la maison brûle de différentes façons, et principalement d'une façon écologique et d'une façon sociale. Le dérèglement climatique c'est une chose, les grandes menaces sociales liées aux inégalités, aux migrations qui sont à venir, si on est un peu honnête et lucide, on sait que c'est devant nous tout ça. Ça va simplifier. Alors c'est une transition parfaite parce que justement moi je voulais vous parler, alors c'est un exemple, je ne pense pas que ça qualifie toute la crise sociale, mais le mouvement des Gilets jaunes, qui maintenant a presque bientôt un an, ça a été quoi, vous, votre regard de quelqu'un qui est expert sur à la fois les mouvements économiques, sur le tissu économique et social de notre pays, c'était quoi votre regard sur ce mouvement-là, et notamment, plus ou moins, leur rappel parfois plus de solidarité économique. Comment vous avez perçu ça ? Je l'ai perçu de différentes façons. D'abord, j'ai perçu qu'il y avait un fossé entre la France des problèmes et la France des solutions. C'est-à-dire que, en fait, ces gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points, eux, ils arrivaient et ils mettaient les problèmes. Ils disaient on a des problèmes de mobilité, on a des problèmes de fin de mois, on a des problèmes d'isolement, etc. Et dans le même temps, il y a toute cette France qui est fantastique, des solutions, on invente des tas de trucs. Mais finalement, c'est deux France assez différentes.
Et moi, en tant que SS, je me suis dit, mais est-ce que nous, on est suffisamment au contact de cette France-là? Est-ce que quand on bâtit des projets, est-ce qu'on le fait avec eux? Pas simplement pour eux, mais avec eux. Et donc ça, c'est une première interrogation. C'est une limite pour vous qui s'exprimez assez fortement sur... Bien sûr, parce que moi, je pense que dans les menaces, j'ai cité les menaces écologiques et sociales, mais il y a des menaces démocratiques, il y a des menaces de populisme. Donc il faut le peuple ou les peuples, s'ils ont toujours le sentiment qu'en fait ils sont tenus à l'écart et qu'ils pèsent de rien du tout, ils se défendent comme ils veulent, soit par le vote populiste, soit par des manifestations type Gilets jaunes. Donc ma première observation, c'est qu'il y a un écart entre finalement la France des solutions qui va plutôt vers malgré tout les classes moyennes, les gens qui finalement s'en sortent pas si mal, donc qui sont dans des associations, qui font des tas de qui ont le temps peut-être. Qui ont le temps, qui ont la capacité culturelle, les réseaux, qui sont dans des circuits où ils peuvent se déplacer plus facilement, puis une France un peu isolée, et il y a une coupure entre les deux. Cette coupure est extrêmement dangereuse. Et l'autre point que je me suis dit, c'est que ce qui renvoie à l'État et aux élites et à l'ENA, c'est qu'il y a une coupure quand même entre globalement les dirigeants et une partie des classes populaires ou du peuple qui est considérable et qui date pas des 2 dernières années, qui est ancienne. C'est-à-dire que finalement, on a une démocratie qui n'écoute plus, ou qui n'a pas les bonnes méthodes pour entendre, pour comprendre, pour travailler avec, pour réagir. Donc je crois qu'on aurait tort de penser que la question des gilets jaunes, c'est une fois qu'on a arrosé avec 15 milliards d'euros, qu'on a fait un grand débat, et que ça va peut-être se calmer, que le problème est réglé. Pour vous, il faut un changement profond des institutions, même si c'est pas forcément votre sujet, vous me l'avez juste avant, mais... Mais bien sûr, c'est des institutions, mais c'est pas que les institutions. Ça concerne l'ensemble des sphères, disons, qui concernent la démocratie. Moi j'ai été frappé par exemple de voir que dans ces... je regrette que je n'ai pas pu le faire, ou j'ai manqué d'énergie pour le faire, mais d'aller sur les ronds-points pour discuter avec les gilets jaunes. Moi j'ai été frappé d'entendre à plusieurs reprises des gens dire « Ah mais c'était super, on s'est retrouvés là, on a redécouvert la chaleur d'être ensemble, la solidarité, le fait de passer des heures à discuter, etc. » Mais ça, c'est extrêmement important. Vous savez que dans la résistance, les résistants, quand ils étaient dans le maquis, ils ne se battaient pas tout le temps. Claude Alfandéry, qui a créé Slabo, c'était un résistant, il me l'a expliqué très souvent. Quand il ne se battait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait. Il se disait, qu'est-ce qu'on va faire quand la guerre sera finie? Quelle société on voudrait? Comment on va faire pour que les gens aient une meilleure vie qu'avant la guerre, etc. Sur les ronds-points, il y a de ça qui s'est joué. C'est-à-dire qu'on a l'impression que moi, ce que j'ai connu quand j'avais 20 ans, qui étaient plutôt les partis politiques, les syndicats, des endroits où les gens se retrouvaient ensemble, il y avait des manifs, on passait notre temps à manifester. Après 68, on était ensemble. Voilà, eh bien ça a disparu. Et que les Gilets jaunes, pour certains d'entre eux, parce que c'est très hétérogène, ont retrouvé ce sens du collectif. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est plutôt quelque chose sur lequel il faut agir positivement que de dire on va les calmer puis on espère qu'ils vont disparaître. Et justement, alors, on a eu un peu l'impression, chez certains gilets jaunes, ça dépend parce que c'est effectivement très hétérogène, qu'il y avait aussi l'expression d'un sentiment d'impuissance, de dépossession de l'action. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des fois, ils avaient du mal à... Ils disaient qu'ils avaient du mal à avoir prise sur les événements, à la fois sur leurs événements à eux, c'est-à-dire sur leur fin de mois, sur comment ils pouvaient nourrir leurs enfants ou pas. Mais on a un peu cette impression qu'ils ont du mal effectivement à agir sur la chose commune, vous l'avez un peu dit. Est-ce que globalement en France, il y a une crise de l'engagement? Je ne crois pas. Enfin, bien sûr, il faut regarder ce qu'on entend par engagement. Mais si vous regardez de haut, le bénévolat en France, il ne s'est jamais aussi bien porté. Alors, c'est des formes d'engagement dans lesquelles il y a des engagements humanitaires, des engagements civiques, donc c'est assez varié. Mais il y a quand même un engagement sociétal, on va dire, qui est extrêmement important, et qui souvent n'est pas vu, mais qui est très important. Je pense que la difficulté, c'est plutôt la difficulté des modes d'organisation. C'est-à-dire que si vous regardez Nuit debout ou les Gilets jaunes, en fait,
il y a des gens qui sont sur des mouvements assez spontanés, qui se méfient énormément des formes anciennes d'organisation, dans lesquelles ils disent on va se faire avoir, on va se faire manipuler, c'est toujours les beaux parleurs qui vont prendre le pouvoir, etc. Mais du coup, ça s'épuise, et puis c'est ce qu'on a vu, pas seulement en France d'ailleurs, dans d'autres pays, où après la phase un peu d'effervescence, le paquebot continue. Voilà. Donc l'un des enjeux, je pense, de l'engagement, et notamment de l'engagement civique, citoyen, politique, c'est d'arriver à trouver des formes d'organisation qui à la fois ne soient plus celles que j'ai connues moi quand j'étais jeune, c'est-à-dire très verticales, très hiérarchiques. On montait les échelons, puis on devenait secrétaire national, etc. Bon, ça on voit bien que votre génération c'est plus ça. Mais d'un autre côté, la théorie du bordel ambiant, ça débouche pas. Et face à ça, je vous assure que le capitalisme, lui, il est très organisé, très efficace. Donc, et les Chinois, ils ont des modes d'organisation qui sont d'une autre nature. Donc voilà, le point sur lequel je trouve qu'on a du mal à progresser, c'est au fond de trouver des équilibres entre une démocratie de la base citoyenne, etc., et en même temps des façons de prendre des décisions, d'agir qui aient une meilleure efficacité. Et vous avez parlé d'une autre crise qui est très intéressante, enfin, pas intéressante, mais qui va nous intéresser ici, c'est celle de la crise écologique, donc aussi bien en France, mais qui touche le monde entier par définition. C'est quoi les réponses de l'ESS, à la fois pratiques ou plus théoriques, pour répondre à cette crise, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut mobiliser le modèle de l'ESS pour répondre à cette crise environnementale? Alors d'abord, il y a des exemples de choses sur lesquelles l'ESS a été présente et où elle a initié des choses. Je pense en particulier à l'économie circulaire, dans ce qu'on appelle le réemploi, le recyclage, etc. Une grande partie de ces activités-là, elles ont été inventées par l'économie sociale et solidaire, et en particulier par les entreprises d'insertion, qui ont développé, et pour certaines, maintenant, vous avez des entreprises comme le groupe Vitamine T, le groupe IT, le groupe Demain, des structures qui sont importantes, où il y a 1000, 2000, 3000 personnes qui travaillent. Donc cette idée, par exemple, de on va recycler, etc., elle vient de l'économie sociale et solidaire. Donc on a des expériences relativement intéressantes. Ensuite, d'une manière plus conceptuelle ou politique, l'économie sociale, elle ne repose pas sur le capital. Or, en fait, ce qu'on voit sur l'évolution des économies mondiales, c'est que c'est le capital qui domine. Moi, je suis effaré de voir que le groupe Lafarge, qui est un groupe qui a la réputation de se préoccuper de RSE, peut prendre des décisions d'aller soutenir Daesh en Syrie. Enfin, c'est un truc qui... Pourquoi? Mais parce que derrière, il y a des actionnaires, il y a des résultats, et que donc il y a une pression qui est extrêmement forte. La pression économique qui fait que les grands groupes continuent à faire du glyphosate ou d'autres, c'est quand même une pression du capital. Et quand j'ai dit Blablacar et Mobicop tout à l'heure, Blablacar, dont le fondateur était quelqu'un de très intéressant et très fort et très intelligent, que je respecte, mais il a levé plusieurs fois des fonds par 100 millions de dollars. Mais aujourd'hui, il a des gens qui demandent des comptes et qui vont à la pression de la rémunération du capital ou de la plus-value qu'ils vont dégager. L'économie sociale, normalement, n'a pas ça. Et donc, elle peut plus se préoccuper du temps long, d'une économie qui soit moins destructive. Mais le fait est assez, je trouve pas encore assez. C'est-à-dire qu'en fait, la culture originale de l'économie sociale, c'est autour de deux valeurs, la démocratie et la solidarité. Mais l'écologie, si vous regardez historiquement comment l'économie sociale s'est créée, puis est devenue économie sociale et solidaire, puis même l'entrepreneuriat social, en fait, ces valeurs fondatrices, c'est la démocratie et la solidarité. L'innovation sociale, ça, mais c'est pas forcément l'écologie. Donc je suis pas en train de vous dire l'ESS c'est la panacée écologique, pas du tout. Parce que je pense que par exemple, il y a certaines grandes entreprises de l'économie sociale qui sont pas forcément plus performantes que les entreprises qui font de la RSE, sur la manière de gérer les transports de leur personnel, les déchets, leurs ordinateurs, etc., etc. Donc oui, c'est un potentiel notamment lié à la dimension non capitalistique de ces structures, mais il faut, moi j'avais proposé à un moment qu'on passe de ESS à ESSE pour montrer
qu'il fallait aller plus loin. Rentrer dans le combat. Économie sociale, solidaire et écologique ou environnementale. D'accord. Donc vous appelez pas en fait de vos voeux à une transition complète du modèle économique vers du 100% ESS, parce que vous nous dites, on a fait le constat qu'il y a des crises. Mais aujourd'hui, le SAS tel que défini par la loi de 2014, c'est à peu près 10% du PNB. D'accord. Donc soit, produit national brut, soit je me dis, on va grignoter, mais pour passer de 10 à 80, 90, et je veux dire, ça sera dans combien de temps, puisque depuis plus d'un siècle que ça existe, et que on n'est qu'à 10%. Donc je pense que moi, ma vision très claire, c'est de défendre l'économie sociale et solidaire, de contribuer à la développer, mais aussi de la rendre inspirante et avec un pouvoir d'influence qui fasse qu'elle fasse bouger aussi les autres formes d'organisation ou d'économie. C'est pour ça que, par exemple, sur le territoire, on a beaucoup travaillé avec les pôles territoriaux de coopération économique, et le fait de bosser avec des PME locales, des artisans locaux, les collectivités locales, des centres de formation, je suis évidemment pour, si on veut faire système au niveau local, à condition que ce soit sur des objectifs et des valeurs qui sont celles de l'économie sociale et solidaire. Et vous parlez beaucoup de localité à juste titre, mais au niveau européen, est-ce que c'est possible aussi de se dire on peut aussi monter à une échelle plus grande qu'à l'échelle européenne par exemple, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour, peut-être que ça existe déjà, je ne sais pas, une grande initiative économique, sociale et solidaire, ou une grande entreprise, une coopération de SS sur l'échelle européenne? Est-ce que ça se fait faisable au niveau européen, ou est-ce que c'est encore une des limites aussi du modèle ESS? C'est une limite du modèle ESS. Bon, moi, je pense... Est-ce que c'est souhaitable ou Bien sûr, c'est plus que souhaitable, c'est presque un impératif. Moi, si on se balade un peu dans le monde, on voit bien que quand on va en Asie, en Afrique ou sur le continent américain, il y a une spécificité européenne. Moi, quand j'étais jeune, j'ai été lauréat d'une fondation et je suis allé passer 2 mois aux États-Unis avec un groupe d'Européens. On voyait les États-Unis et en fait, on voyait surtout, il y avait des Allemands, Hollandais, on voyait surtout ce qu'on avait en commun en fait. Donc, c'est évident que sur la manière de conjuguer l'économique et le social, il y a une spécificité d'un modèle européen, même s'il n'est pas dit en tant que modèle, mais malgré tout. Et c'est un problème que ce ne soit pas dit justement, parce que ça pourrait être un des oui, il est dit quand vous lisez les textes des pères de l'Europe, même quand vous lisez une partie des choses aujourd'hui sur l'économie sociale de marché, etc. Donc en fait, aujourd'hui, il y a 2 choses qui manquent, et moi je pense qu'il faudrait vraiment aller beaucoup plus loin sur cette question. Moi je fais partie du groupe d'experts auprès de la Commission européenne sur l'économie sociale. Donc il faudrait d'une part qu'il y ait une volonté politique plus forte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Commission européenne, les commissaires européens, le Parlement européen, le Conseil n'ont pas suffisamment une reconnaissance et une volonté de dire l'ESS ça existe en Europe et on va la développer de manière importante. Donc on va avoir des programmes, des financements, un cadre, etc. Et puis d'autre part, l'ESS elle-même, elle est assez peu organisée au niveau européen. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui se connaissent un peu, mais on ne peut pas dire qu'on ait une force. Le syndicalisme a quand même une certaine force européenne, malgré tout. La Confédération européenne des syndicats, ça pèse quand même. L'économie sociale, ça ne pèse pas. Et d'autant moins qu'il faut bien comprendre que ce qu'on appelle ESS en France, notamment avec l'histoire, la loi de 2014, c'est pas forcément la même chose dans d'autres pays. D'accord. Il n'y a pas des associations de 1901 dans tous les pays. Il y a des pays à l'Est où ils ont gardé des mauvais souvenirs des coopératives parce que c'était le stalinisme qui les avait créés. Donc il faut faire une économie sociale et solidaire qui tienne compte aussi des particularités des pays européens. On sent qu'il y a sûrement des proximités dans l'Europe du Sud, entre l'Espagne, le Portugal, la France, l'Italie, plus au nord avec la Belgique, le Luxembourg, on a des choses en commun. Mais par exemple, la notion d'économie sociale en Allemagne n'est pas du tout la même qu'en France. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une ambition européenne, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se dire je prends le modèle français et je l'exporte à tout le monde. D'accord. Pour conclure, vous avez dit au début que vous étiez pessimiste, j'ai oublié le terme. Actif. Pessimiste actif. Donc du point de vue de votre pessimisme actif, comment vous voyez le futur là, dans les prochaines années? C'est quoi votre vision du futur? Alors d'abord en France, puis potentiellement si vous voulez élargir à l'Europe et au monde, mais comment vous voyez les prochaines années?
j'illustre le pessimiste actif par une phrase d'Edgar Morin qui dit le pire est probable, mais le meilleur est encore possible. C'est ça finalement, c'est-à-dire que, ah oui, il y a quand même un tendanciel qui est alarmant, mais le meilleur est encore possible. Donc comment je le vois, je pense que il y a un terme qu'on n'a pas utilisé dans cet entretien qui est important pour moi, c'est le mot de résilience. D'accord. Je pense on a déjà, de toute façon, on vit déjà des chocs écologiques, visibles ou pas visibles. Enfin, quand on voit la biodiversité, le nombre d'espèces qui ont disparu, le choc, il est déjà... Mais il reste encore assez peu palpable, on va dire. Parce que vous n'allez pas en prendre conscience là. Non, mais certains Français en parler, mais il y a des chocs qui sont déjà... Ils ont déjà eu lieu, en fait. Donc, on va voir ça. Et la notion de résilience est importante. C'est-à-dire comment on s'organise là dans les temps qui viennent, les 20 ans qui viennent, pour absorber ces chocs. Moi, j'ai été frappé par l'exemple de la canicule. Il y a eu une canicule énorme en 2003, dans laquelle on dit qu'il y a eu entre 15 et 18 000 morts, qui ne seraient pas morts sans la canicule. Donc, beaucoup de personnes âgées. Et ce que j'avais regardé, parce que ça m'intéressait, c'est qu'en fait, il y avait des écarts très importants selon les départements. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des départements où les gens étaient organisés, avaient l'habitude de travailler ensemble. Donc entre l'hôpital, l'État, l'association familiale, les médecins libéraux, etc., ils avaient l'habitude et ils ont trouvé la réponse. Depuis, on a travaillé, et si vous avez vu, la dernière canicule qui était moins longue, il y a eu beaucoup moins de morts. Donc ça, c'est de la résilience. Ça veut dire que... donc je pense qu'il faut se préparer au choc. Donc il faut développer notre capacité de résilience, mais pas le faire simplement pour se protéger. Il faut le faire en se disant, en se préparant à ça, on doit inventer un autre modèle. Est-ce qu'on y arrivera à faire en sorte que on surmonte cette crise? Je n'en sais rien. Je veux dire, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Là où on peut être quand même avec une certaine dose de pessimisme, c'est que le sujet écologique, donc la menace, en particulier climatique, il est mondial. Et que donc c'est pas parce que sur les territoires de Figeac, il y a des gens qui font des trucs magnifiques que je connais et que je soutiens et que, ok, mais si pendant ce temps il y a des grandes puissances économiques qui en fait on passe par des stades de développement qui continuent le dérèglement climatique, c'est pas parce qu'on agit au labo de l'ESS ou à Figeac et qu'on transforme les choses. Mais dans tous les cas, ma position personnelle, philosophique, c'est que je ne suis pas sur une culture de la collapsologie. Dans le sens où je pense que les gens ont raison. Collapsologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la logique de voir la société s'effondrer et de voir l'effondrement. Enfin, l'effondrement de la société. C'est une espèce d'approche scientifique de l'effondrement en disant, voilà, une fois qu'on a tout mis dans le shaker et tout agité, c'est foutu, et donc prépare. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut tirer des signaux d'alarme extrêmement forts, mais de le faire en proposant quand même un espoir, etc. Parce que sinon, on augmente finalement le risque en faisant ça. On ne le diminue pas, on l'augmente, on crée un climat de panique, anxiogène, de panique, qui, à mon avis, a commencé à influencer les choses. Parce que par exemple, je crois que dans les volumes de burn-out ou de choses comme ça, bien sûr il y a des causes immédiates qui est les difficultés dans le boulot, dans la vie familiale, mais il y a aussi une toile de fond, c'est-à-dire que une société une société dont on entend de plus en plus dire elle est foutue, ça crée. Donc moi je voudrais que sur la base de constats qui sont des constats pessimiste, difficile, on dégage une énergie positive pour le transformer. Peut-être que ça veut dire que l'humanité va passer par 2 ou 3 siècles qui seront peut-être particulièrement difficiles. C'est déjà arrivé dans le passé. Mais là, la nouveauté, c'est que c'est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé par le fait que la civilisation égyptienne, qui était une civilisation magnifique pendant plusieurs milliers d'années, vous vous rendez compte, pendant plusieurs milliers d'années, il y a eu une civilisation égyptienne qui était fantastique. Elle s'est effondrée, mais la planète était toujours là. Là, c'est plus grave. Là, c'est la planète, c'est-à-dire c'est là où on habite qui est menacée. Donc, sur quoi on peut déboucher à partir de là, c'est ça qui, je pense, est particulièrement inquiétant. Mais il y a des raisons d'espérer.
Ah bah, Mais il y a des raisons d'espérer, et puis il faut se battre. Et vous, qui êtes un média aussi de jeunes, pour les jeunes, par les jeunes, je constate avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction qu'on voit un mouvement de la jeunesse. Et c'est normal, parce que finalement, c'est vous qui allez y vivre dans ce monde-là. Et moi, je vous dirais, pour terminer cet entretien et conclure, que je suis content de ce que j'ai fait dans ma vie, mais je suis franchement conscient et pas très fier de ce qu'on laisse, quoi. Moi, je suis arrivé après la guerre. Donc en fait, il y a eu les 30 Glorieuses, il y a eu cette capacité à consommer, à développer, etc. C'était fantastique. Mais on a vécu ça, et finalement, sans se rendre compte suffisamment que pour faire tout ça, on mangeait les réserves de la planète et on vivait à crédit, et que donc c'est aussi l'espoir, c'est vous. Très bien. Merci beaucoup, Xili. Merci pour tout. Au revoir.